Bien, donc nous continuons et terminons donc ces séances de nouvelles recherches sur la littérature par des propos, des réflexions sur les littératures plus anciennes, disons, hein, du XVIe et du XVIIe siècle. Et donc je suis vraiment très heureux, très honoré d'accueillir à cette tribune, si je puis dire, à cette chaire, Stéphane Jonget. Stéphane Jonget qui est professeur à l'université de Tours. À l'université de Tours, il y a un grand centre d'études de la Renaissance, le centre d'études supérieures de la Renaissance, et Stéphane Jonget est professeur, justement, de littérature française de la Renaissance, et ses recherches donc portent sur la littérature de cette époque. Elles prennent pour objet l'étude des questions éthiques et juridiques telles que les œuvres littéraires en particulier les mettent en scène. Et il a travaillé aussi sur Rabelais, sur Montaigne, sur Marguerite de Navarre, hein, qui a baptisé notre salle, notre amphithéâtre, qui même la grande aspiratrice de ce collège, et avec donc de très nombreux livres, soit en auteur propre ou en auteur dirigé. Je parle ici de Stéphane Jonget, non pas de Marguerite de Navarre. La notion de perplexité à la Renaissance, la question du débat à la Renaissance, qui peut être aussi un débat de type juridique. Plus récemment, le mariage de l'étude du droit avec les lettres humaines, avec une étude de l'œuvre d'un auteur que moi je ne connaissais pas, mais Louis Le Caron de Carondas, hein, qui est vraiment un auteur, semble-t-il, important. Il y a des livres collectifs sur le dernier, c'est le réseau de Marguerite de Navarre. Hein, donc, si vous vous intéressez à celle qui a donné son nom à votre amphithéâtre, il faut lire Stéphane Jonget. Et aujourd'hui, ce dont il va nous parler, je crois que c'est un peu du cœur de sa problématique de sa recherche, à savoir la relation entre droit et lettres. Hein. La littérature, là où on ne la voit pas, perspective entre droit et lettres. Je vous donne la parole. Je vous remercie. Je tiens tout d'abord à remercier le professeur William Marx pour cette invitation qui m'honore et qui me permet d'aborder dans un lieu essentiel pour la Renaissance française et pour le propos qui est le mien, le collège voulu par Guillaume Budet, la question centrale de la littérarité des œuvres littéraires. Je le fais, comme cela vient d'être rappelé à l'instant, qui plus est dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre, et donc sous le regard de la perle des perles, à laquelle j'ai consacré effectivement quelques travaux autrefois. Alors, il y a quelques semaines de cela, j'ai donné à mes étudiants de l'université de Tours, des étudiants qui préparent les concours de l'enseignement, un sujet de dissertation que je livre à votre sagacité. L'histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil de Jean Deléry, c'est l'œuvre au programme, est-il une œuvre littéraire ? Cela a provoqué la perplexité, c'est un mot que j'aime bien, et peut-être l'effroi de certains de mes étudiants, comme cela suscite peut-être le vôtre d'ailleurs. La question mérite cependant d'être posée tout simplement parce que, me semble-t-il, elle serait moins possible, cette question, pour un recueil de sonnets de Ronsard ou pour un roman de Rabelais. Majoritairement, la réponse des étudiants consista à dire que, bien entendu, c'était de la littérature, pour différentes raisons sur lesquelles je passe, mais notamment parce qu'il s'agissait d'une œuvre mise au programme de l'agrégation et du CAPES de lettres. L'argument n'est pas si petit qu'il y paraît de prime abord, mais le serpent se mord un peu la queue, tout de même, me semble-t-il. Le voyage au Brésil est un texte littéraire parce qu'il est reconnu comme tel par une institution aussi prestigieuse que le jury de l'agrégation, Docte Cénacle, qui appose ainsi, en quelque sorte, une sorte de nihil obstat sur la première page. Comme le dit un célèbre critique qui se trouve être justement en ce moment même à ma droite, un canon est une liste d'œuvres, hiérarchisées ou non, établies explicitement par une autorité ou admises par un consensus plus ou moins tacite, destiné à servir de référence pour un usage particulier au sein d'une communauté donnée. Plus la communauté interrogée est professionnellement ou sociologiquement homogène, plus la réponse aura d'autorité canonique et validera une certaine échelle de valeur dans la communauté concernée. Je pense ainsi, pour ma part, qu'il y a fort à parier que, sans les travaux d'ethnologie de Claude Lévi-Strauss sur les Tupinambás du Brésil et sans les efforts constants et méritoires de Franck Lestringant, professeur de littérature française de la Renaissance à la Sorbonne, cette œuvre, le voyage donc, aurait pu connaître un tout autre destin. Loin de moi, bien entendu, l'idée de dire que ce texte n'a aucune valeur littéraire. Je ne le pense pas du tout.
En revanche, ce texte peut être pris, me semble-t-il, comme modèle des œuvres plus ou moins périphériques du champ littéraire. Œuvres qui, pour des raisons contingentes et circonstancielles, acquièrent ou non le statut d'œuvre littéraire de plein droit. Œuvre périphérique, dis-je, car le récit de Jean de Léry est, qu'on le veuille ou non, perçu comme moins littéraire que l'œuvre de Ronsard ou celle de Rabelais. C'est là, je crois, un fait indéniable. Il suffit d'ailleurs, pour s'en convaincre, d'observer les places respectives qu'occupent ces auteurs dans les manuels de littérature du XVIe siècle. Il y a donc bien, qu'on le veuille ou non, quelque part, dans nos esprits, une carte sur laquelle on situe les auteurs et les œuvres. Et Montaigne lui-même, en 1580, au moins dans les premiers temps des essais, aurait été, je crois, assez surpris qu'on dise de son livre que c'était une œuvre littéraire, comme on le dit si évidemment aujourd'hui. Il raconte d'ailleurs, et je ne vois pas pourquoi il ne faudrait pas le croire, qu'il a fait le choix d'écrire en français en 1580, lui qui connaît si bien le latin, précisément parce que le français est une langue obscure, raison pour laquelle d'ailleurs Joachim du Bellay cherche à l'illustrer, c'est l'obscurité et clarté, langue qui sera devenue, dit-il, méconnaissable d'ici à 50 ans. Et d'ailleurs, ce qu'il a à dire, il le dit dès le haut lecteur, concerne prioritairement, et peut-être seulement, ses proches et ses familiers, qui, dans 50 ans, seront, comme lui, morts, absolument morts. Bon. Bref, pour le dire vite, les panthéons d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui, et la littérarité d'une œuvre varie considérablement selon l'époque qui la considère. C'est peu, mais c'est là toujours, pour rester avec Montaigne, au moins une salutaire leçon de relativisme. Je crois donc qu'il y a des textes, périphériques si l'on veut, dont la marginalité relative ne tient à rien d'autre qu'à une sorte de destin historique absolument contingent et lié à des considérations historiques diverses. Il en va peut-être ainsi des textes sur lesquels je travaille depuis une vingtaine d'années maintenant, ceux écrits, comme cela a été rappelé, par des juristes, les juristes lettrés de la Renaissance. Précisément parce que ces textes sont écrits non par des poètes, non par des dramaturges ou des romanciers, ayant pignon sur rue, parce qu'ils sont donc écrits par des hommes qui sont d'abord et avant tout des avocats, des magistrats, des juristes, et Montaigne en fait partie d'ailleurs, ces textes n'ont pas dans les études littéraires le même statut que ceux des auteurs que je citais tout à l'heure. L'on a beau faire, cette origine sociale ou professionnelle détermine des types de textes qui déterminent à leur tour ce qu'on pourrait appeler des postures de réception. Savoir que l'on va lire le texte d'un juriste de métier, savoir que l'on va lire des recueils d'arrêts, et donc de la jurisprudence tout de même, suffit d'ailleurs le plus souvent à hérisser le poil de la plupart de mes collègues. De telle sorte que ces mêmes collègues sont très surpris et même un peu déçus d'apprendre que le Jean Boucher, poète qu'ils connaissent comme un grand rhétoriqueur, est aussi, et l'on pourrait dire surtout, étant donné le nombre d'impressions de l'ouvrage, l'auteur d'un traité de procédure judiciaire dont, dans le fond, ils ne veulent pas entendre parler, ou, s'ils l'acceptent, c'est en distinguant bien soigneusement le bon Jean Boucher, celui des textes littéraires, de l'autre Jean Boucher, le mauvais, si on peut dire, celui qui écrit des textes de droit. C'est pourtant bien le même homme. Cette démonstration, je pourrais la faire avec bien d'autres auteurs. C'est d'ailleurs mutatis mutandis, la raison profonde, je crois, qui fait que l'on a mis si longtemps avant d'admettre que Montaigne était vraiment, et non pas en dilettante ou je ne sais comment, un magistrat véritable, rendant d'authentiques arrêts, et pas spécialement tolérants d'ailleurs. Cet aspect-là, je crois que pendant longtemps, on ne voulait pas le voir. Il aura fallu les travaux pionniers d'André Tournon, de Catherine Almquist, d'Alain Legros, de Marie-Luce de Monet et de quelques autres pour que cet auteur redevienne aussi ce qu'il avait toujours été, en fait, un homme de loi. L'historicité des critères esthétiques apparaît de façon manifeste si l'on sait regarder avec méfiance nos histoires littéraires. Cela est bien connu, les poésies des grands rhétoriqueurs, par exemple, n'ont pendant longtemps pas été considérées comme des œuvres littéraires, mais comme, justement, de la réticule rhétorique ornementale. De la même façon, et symétriquement cette fois-ci, du côté du droit, puisque je passe d'un monde à l'autre, si je puis dire, la pensée juridique d'auteurs comme Claude Fauché ou Étienne Pasquier, auteurs trop littéraires pour pouvoir être aussi, et dans le même temps, d'authentiques juristes, n'a pas vraiment, jusqu'à il y a très peu, attiré l'attention des historiens du droit. Cette époque est heureusement révolue et des thèses sont fort heureusement en ce moment en cours.
On peut aussi poser les choses un peu différemment et tomber d'accord sur le fait qu'il serait vain, particulièrement en ce qui concerne la Renaissance, d'essayer de lire les textes littéraires indépendamment des autres discours du savoir, tant ce champ est irrigué par les sciences du temps, qui sont à la fois des sources et des modèles, à partir desquels peuvent se construire les récits. Or, sans doute fascinée par les textes qu'elle étudiait, la critique littéraire a longtemps omis d'examiner certaines conséquences d'un tel constat, et notamment la place qui était faite à la littérature dans des disciplines qu'on perçoit aujourd'hui comme sans rapport avec elle. Car la littérature a aussi une certaine place dans les traités scientifiques, avec des guillemets, du temps, et tout particulièrement dans les œuvres des juristes. Comme j'ai essayé de le montrer dans ma thèse de doctorat, qui a été rappelée tout à l'heure, la notion de perplexité à la Renaissance, puis dans mon travail d'habilitation et dans différents livres, entre ces deux domaines, les transferts discursifs sont monnaie courante. Ils le sont d'ailleurs d'autant plus que, bien souvent, les écrivains de la Renaissance sont eux-mêmes des juristes. Le travail que je cherche à mener, donc, cherche à resituer l'étude des textes littéraires dans un cadre interprétatif pertinent, celui de l'époque, en interrogeant les limites de ce champ, limites posées trop souvent, en l'absence de justification, comme allant de soi. Il s'agit finalement de répondre à ces questions. Que signifie la littérature pour un juriste de la Renaissance? Quand se pense-t-il écrivain et quand se dit-il juriste? A-t-il même conscience d'une différence entre ces deux écritures? Les limites qu'il pose entre son travail de juriste et sa pratique littéraire ne sont certainement pas les nôtres, et nos conceptions qui entérinent rétrospectivement l'autonomisation des disciplines, qui n'avaient pas cours à ce moment-là, ne sont très certainement pas adaptées pour comprendre l'expérience des hommes du temps. Les frontières deviennent alors, c'est vrai, plus floues, mais probablement plus justes, plus historiquement justes. L'enjeu est donc d'apprendre à regarder ailleurs, d'où le titre un peu provocateur de ma conférence. Regarder ailleurs, hors du pré-carré de la littérature balisée comme telle, pour voir ce qui s'y trouve et qu'on ne sait pas voir, que l'on ne veut pas voir peut-être. Comme le disait Oscar Wilde, cité par Proust dans le Contre Sainte-Beuve, ce n'est que depuis l'école des laïcistes qu'il y a des brouillards sur la Tamise. Afin de sortir maintenant de ce propos par trop général et de tenter de faire la démonstration de la relative fécondité de cette approche, au moins pour le XVIe siècle, je vais m'appuyer sur des recherches récentes dont on trouvera effectivement l'essentiel dans le livre, alors celle-là je m'en suis pas servi, voilà, dans le livre « Le mariage de l'étude du droit avec les lettres humaines », travail donc sur l'œuvre de Louis Le Caron, Carondas. Alors cet auteur, qui est l'auteur d'une œuvre gigantesque, j'ai essayé de l'aborder en prenant la complétude, c'est-à-dire en travaillant à la fois sur les textes qui sont perçus comme littéraires et sur les textes de droit. Les textes vraiment des textes de droit. Vous voyez, les seuls titres vous le disent d'ailleurs. Montrer donc le continuum qui existe pour les hommes du XVIe siècle entre des pratiques d'écriture qu'on dissocie volontiers aujourd'hui en ne tenant pas compte du pourtant très net précepte budéen d'encyclopédie. Alors, les XVIimistes, race dont je fais partie, se battent contre les XVIIImistes pour récupérer la paternité du concept d'encyclopédie que vous avez donc ici. Ce que Budé écrit, c'est ce qu'on appelle en grec encyclopédia, qui vaut autant à dire, pour le déclarer brièvement, comme érudition circulaire, le cercle de cycle d'encyclopédie. Ayant les dites sciences et disciplines, connexité mutuelle et cohérence de doctrine et affinité d'étude, qui ne se doit ni peut bonnement séparer ni détruire par distinction de faculté ou profession, en la façon que pour l'aujourd'hui on en use. Pour ce que toutes les sciences s'entretiennent, c'est-à-dire se tiennent l'une l'autre, comme font les parties d'un cercle, qui n'a ni commencement ni fin, et que toutes tendent et regardent de leur naturelle inclination vers le centre du cercle, lequel, nous pouvons ici imaginer, être connaissance du bien souverain et désir de parvenir à y celui. La jurisprudence n'est pas ainsi seulement pour Louis Le Caron l'endroit propice pour rappeler telle ou telle règle de droit, mais aussi l'occasion parfaite pour citer les auteurs anciens ou modernes qu'il chérit, pour se lancer dans l'écriture d'un récit bref, aussi enlevé que les nouvelles de Marguerite de Navarre, ou même pour composer des poésies de son invention. Il arrive même que pour illustrer certains problèmes juridiques complexes,
Le juriste lettré invente purement et simplement, à partir des modèles littéraires, et notamment des romans que l'on publie alors, une histoire qui rendra le point de droit mémorable. C'est donc cette porosité que je vais essayer de mettre rapidement en évidence dans cette présentation en essayant de justifier le titre de cette conférence. Mon parcours dans l'œuvre de Louis Le Caron prendra 2 points de repère, chronologiquement et génériquement éloignés. Je vais commencer avec un texte qui est un de ses tout premiers textes, qui s'appelle La Claire, puis j'en viendrai, pour l'autre panneau du diptyque, si vous voulez, à ses réponses de droit, publiées dans l'édition de 1605, mais peu importe. Alors voilà le premier texte dont je vais vous parler, qui s'intitule donc La Claire ou de la prudence de droit. La Claire est un livre très curieux, très étrange, qui se compose de 2 parties, très nettement distinguées dans le titre. La Claire ou de la prudence de droit, dialogue premier, point, plus la clarté amoureuse par Louis Le Caron, mais que l'auteur a choisi de faire fonctionner ensemble. Ce livre est donc bien un seul et même livre, et non 2 livres associés par un titre commun. Et l'unité est voulue et soulignée par l'auteur. Ce choix inouï, et que je sache sans précédent, conduit en réalité à associer dans le même ensemble, la première partie, un dialogue pédagogique tout à fait sérieux, 350 pages tout de même de dialogue, sur des questions de droit, comme la différence entre le droit de nature et le droit civil, l'équité, enfin toutes sortes de questions qui intéressent les juristes, et une deuxième partie qui est une poésie érotique, amoureuse, bien plus badine, à partir du folio 160. Donc vous avez un livre à deux parties, si vous voulez, avec une première partie extrêmement sérieuse, dirait-on aujourd'hui, et une deuxième partie qui semble aujourd'hui d'une tonalité différente. Ce modèle curieux évoque un peu le système mis en place par Joachim du Bellay avec la défense et l'olive. Il nous semble toutefois que les choses sont plus complexes encore, car pour Louis Le Caron, il ne s'agit pas simplement d'illustrer dans une seconde partie ce que le propos théorique promettait dans la première, et moins finalement de livrer un ensemble pratique et théorique, que d'articuler dans une sorte d'immense chiasme les éléments de 2 discours a priori peu compatibles. 2 discours a priori peu compatibles pour nous, c'est-à-dire le discours juridique et le discours érotique, la prose pédagogique et la poésie amoureuse, le dialogue et le sonnet, le grave au sens que le XVIe siècle donne à ce terme, c'est-à-dire lourd, donc le grave et le léger. Louis Le Caron donne d'entrée de jeu d'ailleurs le mode d'emploi de ce texte, proprement extraordinaire, quand il raconte au tout début de son livre, dans la lettre qu'il adresse à la cousine de Claire, donc vous avez compris que c'est la puella ficta, enfin la femme aimée la plus prise pour prétexte, une petite, pas forcément prétexte d'ailleurs, une petite et pittoresque histoire à laquelle il prie le lecteur de bien vouloir croire, celle de son va-et-vient, une sorte de navetteur si vous voulez, va-et-vient régulier entre Paris, ville de résidence de Claire, et Bourges, ville des études humanistes qu'il a entreprise à la toute fin des années 1540. Donc il y a un va-et-vient entre les 2 villes, et de Claire, lumière parisienne, il faut aller à Bourges, qui reclaircit alors du fait de la présence des meilleurs juristes du temps. Donc il faut aller d'une clarté à une autre. Voilà, d'une clarté à une autre. En ce temps, la renommée de l'excellent juriste, alors Douarin, le Douaren, qui reclaircissait Bourges, avec un jeu sur Claire, me retira de cette ville, Paris, non sans grand regret de ma lumière, laquelle déjà je connaissais m'avoir plus qu'autre estimée. Mais il faut savoir faire le trajet dans l'autre sens aussi. Mais c'est aussi donc dans l'autre sens qu'il faut faire le trajet dès que l'amoureuse jeune femme le sollicite. Et donc il revient de Bourges pour aller à Paris. Translaté de Baragouin en français, comme dirait Panurge, il faut passer de la clarté juridique à la clarté amoureuse. Elle me permit de voir les académies de plus civile prudence, c'est là où on fait du droit, à Bourges. Alors je ne rentre pas dans les questions de pourquoi Bourges, il y a une explication, mais voilà. Sous condition de retourner à son premier mandement. Depuis, elle m'appela de la fameuse université de Bourges, et lors désolé pour la mort d'un très savant et renommé docteur. Bon, on peut dater grâce à ça, c'est la mort des Guinère-Baron en 1550, le rival de Le Douaren, et cette mort de ce docteur en droit, de cette lumière du droit, prépare la mort aussi de Claire. En fait, on comprend, je suis désolé de vous l'apprendre, on comprend rétrospectivement qu'il s'adresse à sa cousine parce que Claire est morte, en fait, dès le début. Bon, ça rappelle d'autres souvenirs littéraires.
Donc, il y a une leçon mémorable à tirer de tout ça, c'est que les lumières s'éteignent. Les lumières du droit, mais les lumières amoureuses aussi, et que donc il faut profiter de leur clarté tant qu'elles sont de ce monde. Alors, la réalité historique des trajets entre Bourges et Paris de Louis Le Caron importe peu, même si dans la réalité rien ne l'empêche. Ce qui compte bien davantage en revanche, me semble-t-il, c'est le pacte qui est ainsi mis en place entre les deux personnages en même temps qu'entre l'auteur et le lecteur. Cette alternance entre Paris et Bourges est en effet la métaphore évidente du va-et-vient entre les deux mondes qui intéressent Louis Le Caron, et tout particulièrement dans ce livre hybride qu'est La Claire. Paris, c'est le monde des Blandis et de la poésie amoureuse. Bourges, c'est le lieu des leçons de droit, des discours savants. Et c'est donc, disent ces premières pages, entre ces deux pôles, dans cette lettre, que va se construire cette œuvre si singulière, à la fois littéraire et juridique. Voilà qui explique, je crois, le titre si complexe de l'ouvrage et qui rend en même temps compte de ce point qui sépare les deux parties. Le dialogue initial est bien entendu un dialogue entre les deux protagonistes, alors ça sera Solon et Claire, mais aussi entre la prudence de droit et la clarté amoureuse. Bon, je n'ai pas le temps de le montrer en détail, mais Louis Le Caron va exploiter dans ce texte-là toutes les antanaclases imaginables, tous les jeux de mots, on va dire, qui permettent le croisement du dialogue amoureux et du propos juridique. C'est très spontanément que Solon, qui est l'alter ego de Louis Le Caron, s'adresse à Claire qui impose sa loi. Alors la loi, c'est la loi amoureuse, mais c'est aussi la loi du droit. Avant d'entrer dans le détail de son argumentation juridique, je vous montre le passage. Claire, Claire, vous êtes la loi en laquelle mon esprit attentif étudie. Loi qui donne loi à mon cœur, qui lui commande et à laquelle, comme à sa souveraine dame, il s'est servi en toute obéissance. La thématique amoureuse, d'inspiration pétrarchiste, est investie par un projet juridique de Louis Le Caron, et des termes qui, chez d'autres, n'auraient pas forcément de connotation particulière, ont ici des implications juridiques précises. L'articulation entre la première et la deuxième partie du livre se fait d'ailleurs précisément sur ce terme polysémique de loi. Loi qui est aussi, d'une certaine façon, le prénom de l'auteur. Louis, Loïs, loi. C'est toujours la même chose. Au milieu du propos le plus juridique, par exemple, et pour essayer de faire comprendre à Claire et par-delà au lecteur ce qu'est, par exemple, le droit de nature, Louis Le Caron va mettre dans la bouche de Solon, son alter ego, une comparaison on ne peut plus galante. Et c'est la belle et douce main de Claire qui va alors faire son apparition au milieu du traité de droit. C'est étonnant. Et vous allez avoir le passage, là je vais le montrer, voilà. Louis Le Caron, on ne saurait, donc ça donne ceci, pour expliquer la question de droit, il fait appel à cette comparaison. Toutefois, nulle ordonnance, ou à toute gens commune ou à une cité propre, peut la constance de raison, inspiratrice d'équité, ébranler, laquelle, contre le temps, les volages et séditieuses pensées des hommes demeurent toujours assurées, parce qu'Icelle est la vraie intelligence et parfaite idée de l'équitable bon, laquelle, je ne puis mieux parangonner, c'est le modèle, le parangon, qu'à ce singulier diamant qui embellit votre blanche main digne de Minerve, et d'elle, en plus excellent lustre, est enrichi. Car comme le diamant de telle fermeté retient son portrait qu'il serait plutôt brisé sous le marteau qu'en autre forme puisse être taillé, aussi ce droit, et on revient à la question juridique, entière notice de la béatitude mondaine est si constant que par nulle constitution peut être effacé ou en aucune sorte changé. Ainsi, la société, vraie âme de la vie humaine, serait plutôt violée et rompue que cette loi, à laquelle toutes ses actions rapportent, soit en autre espèce convertie. Bon, je saute la fin, mais vous avez compris le principe. L'évocation de cette clarté du droit naturel vient bien entendu faire galamment écho au nom de la jeune femme, Claire. Quant au diamant évoqué par Solon, il rappelle aussi le langage crypté des amoureux et particulièrement les propos courtois sur « dit amant », bien connu de la Dame de Paris que Pantagruel délaisse au chapitre 24 du Pantagruel. Donc il y a toute une intertextualité que je laisse de côté. Bref, s'agit-il ici d'un discours juridique illustré par des références littéraires ou de littérature dans lequel viennent prendre place des développements juridiques? On ne sait plus bien lequel des deux discours vient prêter main forte à l'autre, et l'on ne sait même plus, parfois, quand on évoque la Claire, si l'on parle de la femme aimée, Claire, ou de la discipline juridique. Ce travail de brouillage,
qui nous intéresse au premier chef, vient dire la porosité des registres et leur commune intention. Cette hybridation des discours est si manifestement visible dans cette première œuvre que Louis Le Caron, même devenu magistrat, et magistrat de premier plan, puisqu'il a un poste important au bailliage de Clermont en Beauvaisis, Clermont de l'Oise aujourd'hui, donc de 1568 à 1613, il n'y renonce jamais vraiment à cette hybridation. En bien des endroits de son œuvre, alors qu'il est en train de commenter doctement tel ou tel point de droit extrêmement précis, il semble tenter d'associer à son discours savant, technique, une parole de son cru qu'on dirait volontiers littéraire aujourd'hui. Cela passe par des stratégies diverses, je vais juste en expliquer une ou deux, et notamment par ce que l'on pourrait appeler une fictionnalisation des cas de droit. L'historien du droit Guillaume Leite, dans un des rares articles récents consacrés à Louis Le Caron, fournit en annexe de son étude un vis-à-vis stimulant entre un arrêt authentique, tel qu'il a été rendu, et le texte très littérairement construit qui figure dans l'œuvre de Louis Le Caron. Malheureusement, l'auteur de l'article ne commente pas cette mise en regard des deux textes et la confrontation qu'il présente ne donne pas lieu à analyse. C'est un peu dommage. Cela est d'autant plus regrettable que c'est précisément ce travail d'illustration du cas, ce travail littéraire d'illustration du cas, qui me semble essentiel. Il y a de vraies raisons à cela, d'ailleurs. Du point de vue juridique, il est intéressant de noter que la littérature permet quelque chose. Elle permet de frapper les esprits. Elle permet, en fictionnalisant un cas, d'en faire une histoire mémorable, ce qui est un enjeu essentiel. Si l'arbre ne doit toutefois pas cacher la forêt, et s'il faut dire nettement que la très grande majorité des arrêts repris par Louis Le Caron dans son œuvre d'aristographe n'a rien, vraiment absolument rien de littéraire, dans la plupart des cas, il n'en reste pas moins vrai que dans certains cas, assez nombreux, la littérature, me semble-t-il, vient au secours du droit pour mettre en scène, souligner ou illustrer l'intérêt d'un cas juridique particulier. Alors je vais prendre quelques exemples de ça, parce que vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, et je vais essayer de vous montrer que c'est peut-être une stratégie consciente et délibérée. Donc je vais prendre un recueil vraiment de droit, les réponses du droit français, que spontanément un étudiant en lettres ne va pas aller lire. Et dans ce texte-là, je vais essayer de vous montrer qu'il y a peut-être des choses à aller voir. Dans une de ces réponses, il s'intéresse à la question technique, juridique, précise des douaires. Je n'entre pas dans la technique juridique, mais c'est tout ce qu'il y a de plus sérieux, et c'est en plus quelque chose de très important pour l'étudiant en droit. Et justement, Louis Le Caron a une affaire particulière en tête qui mériterait, selon lui, d'être méditée par tout apprenti juriste, et même par les collègues. Il va donc la mettre en récit, la raconter, l'illustrer, la fictionnaliser, c'est-à-dire faire bien autre chose que d'en mentionner simplement l'existence dans une note de bas de page. Il pourrait se contenter de donner les références de l'arrêt d'une certaine façon. Et je vous montre le texte, je vais vous en montrer plusieurs pour vous convaincre. Si je n'avais écrit en la cause ci-après récitée, je l'estimerais pour une déclamation, genre littéraire s'il en est, de la forme de celles qui sont appelées par les rhétoriciens coloratae, sive, figuratae. Mais je proposerai le fait à la vérité. Et voilà l'histoire. Une jeune fille, mariée par ses parents à un jeune homme de longue robe, lui apporte grandes dots de deniers, qui sont stipulés devoir être propres et retournés à la future épouse sans entrer en communauté. Par ce qu'outrisseux, elle met en communauté quelque autre denier, meubles et créances à elle dus. Ils sont quelque temps mariés, mais la jeune femme, qui voulait être mère, et jouir du fruit de mariage, duquel la fin et but principal est d'avoir enfant, s'ennuie de coucher auprès d'un homme, lequel, par aventure, comme une femme se plaint la 3e épître du second livre d'Aristénétus, passait plus les nuits à instruire des procès et travailler aux affaires d'autrui qu'à rendre sa femme contente du devoir auquel il était tenu par la loi de mariage, et s'employait à ses affaires propres. Et pour cette cause, le fait appelé en divorce. Après visitation, faite de la personne du mari, qui aurait été trouvé incapable et inhabile au mariage, ils sont séparés et le mariage dissolu. Bien, on pourrait s'arrêter là. Les deux jeunes époux se séparent donc, vont chacun de leur côté, se remarient peu après, puis, curieusement, on n'entre pas dans les détails, chacun d'eux a des enfants de leur nouveau mariage, où ils demeurent 5 à 6 ans. Puis, coup sur coup, il faut suivre, mort dit celui, le second mari, comme aussi décède au même temps
la nouvelle femme de ce mari qui avait enduré la séparation. Vous avez compris? La solution s'impose alors évidente, en tous les cas pour les protagonistes de l'affaire, le retour au statu quo ante. Donc ça donne quoi? Étant ces deux premiers mariés en liberté, la femme considérant qu'il avait fait l'épreuve d'homme, étant pourvue d'état honorable, se délibèrent de rallier leur premier mariage, à quoi, tout est bien, elle trouve le mari disposé. Le cas est presque trop beau pour être vrai. D'ailleurs, Louis Le Caron vous a prévenu, c'est un cas coloré. Et il y a ensuite le problème juridique, de longues considérations juridiques sur le fait, sur des détails techniques, je ne vais pas expliquer ici, sur le devenir de la dot, sur la douaire, sur les enfants du premier mariage, du second mariage, passons. Tout cela se conclut sur une sentence que je vous ai mise, une sentence sérieuse, non une sentence sérieuse d'Acurse, qui serait la glose ordinaire, de Bartol ou de Bald, enfin des vrais juristes importants, mais sur une sentence moqueuse de Martial, signe que l'univers de référence du discours a bien changé. Louis Le Caron conclut son cas par diverses considérations, intempestives pour un juriste moderne certainement, sur les nouements d'aiguillettes, considération inspirée cette fois-ci d'Ovide, et intervient enfin la mention de l'arrêt du mois d'août 1554, arrêt qui est rendu tout à fait mémorable, désormais, par le récit alerte qui le précède. Mon hypothèse, c'est qu'ainsi mis en scène, le cas de droit a tout pour séduire. Le stratagème a, je crois, comme enjeu principal de fixer dans l'esprit et de la mémoire des étudiants et des collègues le cas en question. Il pourra alors vraiment faire jurisprudence, plus sûrement encore que les arrêts qu'on rendait pour cette même raison, d'une certaine façon, en robe rouge quand on voulait un arrêt solennel. Bon. Alors tout est passionnant dans ce cas, à la fois l'affaire elle-même, mais aussi la façon qu'elle a d'être racontée. Les jeux de mots salaces ne sont pas absents non plus, vous l'avez peut-être vu, mais puisque la nouvelle et ancienne femme considère à la réflexion que le mari, qui était d'abord, je vous le rappelle, inapte aux délices de Vénus, est désormais bien pourvu. On parle bien entendu de son état honorable, mais sans doute pas seulement, étant donné les circonstances. Quant à la référence si précise, une femme se plaint à la 3e épître du second livre, etc., à Aristénète, auteur tout de même très peu connu de lettres d'amour inspirées des héroïdes d'Ovide, elle dit à la fois l'immensité de la culture littéraire de Louis Le Caron et encore plus, me semble-t-il, l'interpénétration des discours. Il ne s'agit pas là d'une référence fortuite, mais de l'indication de la source essentielle, celle à laquelle le chercheur moderne peut se reporter et à partir de laquelle la rétractatio a lieu, celle à partir donc de laquelle le récit se construit. Donc on est dans pleine intertextualité littéraire, si on veut. Alors je vous ai mis... non, je ne vous ai pas mis le passage, je l'ai mis là. Voilà. Dans les lettres d'Aristénète, vous avez ici le passage dans une traduction du XVIIe siècle, mais enfin, ça va quand même. « Ah, ma chère Philina, je suis mal mariée. Si toutes les femmes ne sont pas plus heureuses que moi, on a raison de regarder le mariage comme un funeste malheur. Mes parents m'ont donc mariée à un avocat, avec lequel je croyais devoir vivre contente. Voyez, ma chère, si je ne suis pas bien malheureuse. Je suis condamnée à passer peut-être toute ma vie avec un homme qui n'a point de complaisance pour moi, qui s'imagine qu'il ne faut vivre que pour examiner des procès. Il passe ses nuits à préparer ses causes, comme s'il n'y avait pas d'autre manière d'employer ce temps-là. Et quoi, ne suis-je sa femme que pour être un témoin assidu de l'application qu'il apporte à ses procès? Est-ce pour m'instruire dans la jurisprudence qu'il m'a prise pour compagne? Il semble que le lit nuptial soit un barreau. Bon. Il n'y entretient que des lois civiles. Non seulement Louis Le Caron lit donc des livres de ce genre, mais il construit son œuvre de juriste à partir d'eux, tout autant qu'à partir du droit romain et des coutumiers qu'il fréquente quotidiennement. La spécificité d'ailleurs du travail de Louis Le Caron apparaît plus nettement si on met en regard le texte de Louis Le Caron avec le best-seller du moment, du point de vue de l'aristographie, qui est le recueil d'arrêts notables des cours souveraines de France, publié par Jean Papon en 1556, dans lequel texte, je vais couper, je vais dire rapidement les choses, mais les choses sont beaucoup plus sobres et beaucoup plus conformes à ce qu'on pourrait attendre d'une certaine façon. Je vais prendre d'autres exemples pour essayer toujours de vous convaincre.
Et je vais par exemple vous montrer ce petit récit qui, à mon avis, ne déparerait pas dans l'Heptaméron de Marguerite de Navarre, à laquelle je reviens constamment. Une veuve, abusée des feintes et fardées harangues d'un jeune homme, plus amoureux de ses biens que du peu de beauté qui était en elle, se laisse gagner et captiver par lui, tellement qu'il l'amène avec lui en sa maison, où il consomme le mariage avec elle devant que de le contracter. Elle, éprise de ce léger plaisir, fait un contrat de mariage avec cet amoureux, par lequel elle lui donne plus qu'une femme prudente ne devrait faire. Et après, il célèbre le mariage. Cet amoureux, qui commence à regarder cette femme plus âgée que lui, autrement qu'il n'avait fait devant qu'il fût marié, la dédaigne, méprise et traite rudement, et veut employer ses biens à la conquête de nouvelles amours, ce qu'elle ne peut endurer. Ainsi est contrainte, pour les sévices et inhumanités qu'il exerçait contre elle, d'avoir recours à la justice. Je m'arrête là, mais l'on s'attend presque à voir là surgir l'oisie de l'Heptaméron de Marguerite de Navarre et à l'avoir disputé avec Simontault et Hircan pour savoir si le comportement de la femme est bien digne et vertueux, si les hommes ne sont pas toujours des êtres de concupiscence, ou si le vieil Adam, comme on disait à l'époque, n'est pas toujours présent. C'est d'ailleurs parfois un subtil mélange, un peu dans l'esprit du tiers-livre de Rabelais, d'ailleurs coécrit en partie avec les œuvres d'un juriste célèbre qui est Tiraco, que ce livre, Louis Le Caron, mettant dans la bouche d'une jeune veuve enflammée les mots d'amour de Didon, il fait d'une banale histoire sexuelle un très amusant avatar héroïque-comique de la glorieuse histoire antique. Le rapprochement final que vous allez voir entre la triviale enflure du ventre de la demoiselle trop crédule et l'exaltation grandiose de la Dirdyon virgilienne crée un effet de contraste saisissant, jeu tout littéraire qui se retrouve aussi à un niveau plus réduit dans l'antanaclase que vous allez voir entre Feu, le premier mari, et le feu de l'amour qui la dévore. Donc je vous montre le texte. Un jeune homme de qualité, étant en la province où il exerçait son état, hors la ville de son domicile ordinaire, s'enamoure d'une jeune demoiselle, veuve, d'honnête réputation et de noble et ancienne maison du pays, qui avait 2 enfants de son premier mari. La hantise et continuelle fréquentation de cet amant embrase la demoiselle de même feu et rallume les flammes d'amour que la mort de son feu mari avait aucunement couvertes, tellement qu'elle pouvait dire avec Dido « agnosco veteris vestigia flamma ». Je reconnais les flammes du vieil amour. Enfin, l'effet de leur amour est tel que, sous promesse de mariage, ils accomplissent celui auparavant que le célébrer solennellement, et se maintiennent ainsi quelque temps en liberté, dont le ventre commence à s'enfler à la jeune demoiselle. Mais, comme dit Virgile, je le dis directement en français, elle ne contemple plus désormais un amour caché, elle lui donne clairement le nom de mariage. Rappelons qu'il s'agit a priori là de parler de jurisprudence, de droit, enfin, toute matière sérieuse et importante. Un juriste actuel, je pense, ne se laisserait pas aller à de tels écarts. La proximité de certains arrêts n'est pas moins grande, parfois, avec les sombres récits que Jean-Pierre Camus rendra fameux dans son amphithéâtre sanglant au début du XVIIe siècle. Une maisonnée à l'écart, de pauvres jeunes filles et des soldats dans la nuit. Tout semble ici répondre à des préoccupations littéraires plus que juridiques. Et d'ailleurs, l'évocation finale d'un autre livre lu, j'en parlerai tout à l'heure, confirme que l'univers de référence a bel et bien changé. Il ne s'agit plus tant d'une affaire de droit que de la dernière représentation en date d'une scène bien connue. Il s'agit donc d'écrire et de réécrire, et non plus tellement de juger. Alors le texte est un peu long, je vais essayer de le dire rapidement. Marie de Pérès, pauvre femme, âgée de 70 ans ou plus, ayant 2 jeunes filles demeurées en une petite métairie champêtre. Un capitaine, bien armé et accompagné de quelques soldats, va de nuit assaillir la dite femme pour attenter sur la pudicité de ses filles. Cette pauvre femme et ses filles font toute résistance pour empêcher le dit capitaine d'entrer en la dite métairie, lequel, enfin, par l'effort de ses soldats, y entre et leur fait prendre la dite femme et la mener loin pour la tuer. Cependant, il s'efforce de violer l'une des dites filles qui lui résiste vertueusement. La dite pauvre mère, demi-morte, échappe aux 10 soldats et, plus soigneuse de l'honneur de ses filles que de la vie, animée d'un cœur généreux, retourne parmi les ténèbres de la nuit en sa maison.
Connaissant les détroits et adresses, mais trouvant le dit capitaine en tel effort contre sa fille, d'un couteau épointé que les femmes du pays ont accoutumé de porter à leur ceinture, lui donne dans les reins, dont elle le tue. Les soldats qui l'avaient poursuivi, arrivés à tel spectacle, s'enfuient et quittent leurs armes, la femme et les filles. Ces tristes désolés s'absentent aussi. Le corps est trouvé le lendemain, en la dite métairie, avec grande somme d'argent et autres choses précieuses qu'il avait sur lui. Quelque temps après, la dite de Pérès est prise prisonnière, laquelle, interrogée, confesse la vérité du fait. Néanmoins, est condamnée par le premier juge à la question. Bon, je passe là-dessus. Le dit arrêt, plein de grande équité et justice, au propos duquel j'ai lu en l'histoire grecque de Jean Curopala d'une fille, laquelle, du temps de l'empereur Michael, régnant avec Zoé sa femme, vengea l'injure faite par un soldat à sa puticité, etc. Veut-on, dans la même veine, une histoire d'hôtellerie et de crime? Veut-on le début d'un roman de Cap et d'épée? Louis Le Caron nous en fournit l'incipit. Guillaume de Laurent, étant logé en l'hôtellerie de Jean Rouelle, est conduit le soir par la chambrière en une chambre pour coucher, la dite chambre répondant sur la rue. Depuis arrive en l'hôtellerie un homme mal habillé, au dit de Laurent inconnu, que l'hôte avait donné charge à sa chambrière de mettre en une autre chambre. Toutefois, à sa prière, elle l'avait mis en la chambre où était le dit Laurent, et les aurait fait coucher en un même lit, ce qui est normal au XVIe siècle. Le dit Laurent, éveillé environ la minuit, ne trouve plus l'homme auprès de lui, ni en la dite chambre, ni pareillement son épée et habillement qu'il avait mis. Ainsi, voyant les fenêtres ouvertes, étant levé en chemise, regarde par icelle, y trouve une nappe pendue par laquelle le larron s'était sauvé, et crie « Au larron !» S'ouvrant sur Guillaume du Laurent et s'achevant sur « Crie au larron », le récit construit autour de cette paronomase, cette spectaculaire proximité des sons, toute la petite scénette, et semble même pensée pour mener de l'un à l'autre. C'est un peu comme si l'aventure du pauvre gentilhomme était d'emblée inscrite dans son nom propre. Le roman est l'aventure d'un nom propre, disait un professeur au Collège de France qu'on a cité tout à l'heure. De la même façon, à l'occasion des affaires qu'il a à traiter ou des cas dont il prend connaissance par la lecture des arrêts, Louis Le Caron rend parfois des réponses sur des sujets typiquement littéraires. Il en profite pour donner libre cours à son goût manifeste pour la littérature. Ainsi, si la réponse 62 du livre 8 du Divorce et breuvage amoureux prend comme point de départ un arrêt du Parlement de Paris, arrêt très sérieux, mais le dépasse aussitôt en l'accompagnant de très nombreuses notes purement littéraires. C'est l'occasion pour lui de rappeler des vers de Tibulle, de Juvénal, d'Ovide. Le récit du cas dépasse aussi les nécessités proprement techniques et devient l'occasion d'une amplification tout à fait littéraire. L'affaire ne s'inscrit plus tant dans une jurisprudence que dans une histoire littéraire, ou au moins dans les deux en même temps. Une fille éprise de l'amour d'un honnête jeune homme, pour l'embraser d'un même feu et le rendre sien, lui donne quelques breuvages amoureux, par le moyen duquel ils sont mariés. Mais cette flamme d'amour s'éteint par la froideur du mari, qui trompe l'espérance du plaisir secret que sa femme attendait, laquelle, convertissant son ardeur en haine, le fait citer en divorce par devant le juge d'église. Et, d'autre part, pour empêcher cette poursuite, il fait informer par le juge royal du breuvage à lui donner par sa femme, par l'effort duquel il prétend avoir été rendu impuissant au devoir d'amour. Le mari représente les amours passés de sa femme et les artifices desquels elle aurait usé pour l'attirer à sa dévotion, sans y épargner les preuves d'un danger d'un breuvage amoureux, et lui reproche sa soudaine légèreté et inconstance, qu'elle n'aurait jamais été touchée d'une loyale et pudique amour, laquelle consiste en l'union de deux esprits accordant en même volonté, qui dure jusqu'à la mort, et encore après, celle demeure en la mémoire du survivant, et non pas en un chatouillement corporel qui n'apporte qu'une brève volupté, laquelle se coule et perd aussitôt qu'elle est accomplie, et comme dit Pétrone, foeda est in coetu, et brevis voluptas, et taedet veneris statim peractae. Si elle prenait exemple au chaste Chariclée et le Cype, elle ne se montrerait sitôt sa loyauté. Ins, avec patience, attendrait qu'il fût délivré du lien sorcier qui resserrait ses forces naturelles, dont elle-même était cause. Mais que voilà tout de même un mari instruit et éloquent. Il est en outre fin connaisseur de Pétrone et grand lecteur à la fois des amours de Clitophon et le Cype, d'Achille Tatius, et des Éthiopiques d'Héliodore. Cette dernière référence est d'ailleurs particulièrement intéressante, car elle signale chez ce mari, chez Le Caron disons, des compétences littéraires hors du commun. Comme Terence Cave l'a très bien montré, la publication des Éthiopiques
constitue un tournant majeur de l'histoire littéraire du XVIe siècle. Donc il y a une actualité que connaît bien Louis Le Caron, rompant avec le modèle allégorique, ab ovo ou squen mala, pour proposer un schéma complètement différent dans lequel le suspens est le moteur essentiel. Jacques Amyot, qui est le traducteur, tente avec ce texte une expérience esthétique nouvelle à laquelle les lecteurs du temps ne sont pas forcément bien préparés. Parfois, l'attrait de la fiction semble si fort que l'affaire réelle fait plus qu'évoquer un roman autrefois lu. Les protagonistes de l'affaire se changent alors en personnages de romans et se mettent à parler pour de bon le langage des fictions qu'on publie alors. Je saute un petit passage, je vous montre juste ce petit texte. De la force d'amour, plusieurs ont écrit, entre autres Héliodore en l'histoire éthiopique et Achille Statien, des amours de Clitophon et Leucippe, l'ont excellemment dépeintes et représentées. Tellement que le demandeur, et là on entre dans la question du droit, tellement que le demandeur, lorsqu'il était amoureux de la fille du défendeur, disait ce qu'on aurait dit Clitophon amoureux de Leucippe. Et ainsi, et là vous avez le discours, il n'y a pas de guillemets, mais enfin c'est ça, et ainsi me voilà posé, donc on fait parler le plaignant, ou le défendeur, je ne sais plus. Et ainsi me voilà posé entre deux objets contraires, étant mon esprit gêné et tiré en divers côtés, de l'un me bourrelant la force de l'amour, de l'autre me commandant la révérence que je dois à mon père. La violence combat ici contre le droit de nature. Quant à moi, ô mon père, je délibère me ranger de votre part, mais la puissance de mon adversaire s'y oppose, et avec sagette et flambeau allumé, il me contraint de lui céder. Mon père, il faut que je lui obéisse, car je suis tout entouré de feux et de flammes. Ce n'est pas encore le Cid, mais le dilemme tragique est déjà bien présent chez ce brave homme. Voilà tout de même de bien curieuses références pour un texte de droit. Bien sûr, il faut essayer de comprendre les motivations de l'individu, et la littérature peut servir à cela. Mais je crois que l'enjeu principal, c'est de chercher, c'est de marquer les esprits, c'est de chercher à faire que ces textes, ces points de droit soient mémorables. C'est ainsi éviter qu'un développement juridique essentiel ne tombe dans l'oubli. Préoccupation qui intéresse depuis toujours la littérature, comme elle intéresse aussi les juristes. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si quelqu'un comme Jean de Coras, quand il juge l'affaire Martinguer, affaire célèbre, rend compte de l'arrêt final en l'intitulant « arrêt mémorable ». Ce n'est pas tout à fait un hasard. Parce que c'est un discours qui s'adresse à l'imagination, la littérature aide à se représenter les choses, à les penser et à les garder en mémoire. C'est d'ailleurs ce que remarque un des personnages des dialogues. Bon, je passe sur la référence. C'est la reprise dans les dialogues qui sont des dialogues plus ou moins philosophiques de Louis Le Caron d'une conception de l'époque. Je vais vous montrer plutôt l'image qui n'est pas du tout de Louis Le Caron, mais qui explicitera sans doute mieux mon propos. Voilà. C'est une image très célèbre tirée de la Margarita Philosophica de Reich, qui est une sorte, on va dire rapidement, d'encyclopédie du Moyen-Âge, dans laquelle vous voyez ici très clairement un cerveau, une coupe d'un cerveau humain, et dans laquelle on se représente le cerveau comme une suite de 3 cellules. Donc vous avez donc d'abord les sens, l'odorat par exemple, et vous voyez, ça remonte à un point au niveau du front, qui est le sens commun. Le sens commun, c'est ce qui centralise les sens, en fait, ce qui fait le lien entre ce que vous voyez, ce que vous sentez, ce que vous touchez, les 5 sens. Donc vous avez le sensus communis, et puis première cellule, deuxième cellule. Alors la première cellule, elle est partagée entre l'imagination et la fantaisie, fantasia, c'est la capacité à faire des images à partir des sens. Vous faites une image par l'imagination. La littérature a à voir aussi avec ça. La deuxième cellule, c'est celle qui va penser à partir de ça. Oui. Et la dernière cellule, c'est la mémoire. Alors, en conclusion, et pour élargir un tout petit peu mon propos, l'étude que je mène permet, je l'espère, de revenir sur des catégories invétérées, commodes, mais simplistes, de droit et de littérature pour la Renaissance. Ce dont il est important de rendre compte, c'est qu'il semble nécessaire à un magistrat de la trempe de Jean de Coras, aux prises avec une affaire délicate, de relire l'Amphitryon de Plaute pour expliquer à lui-même et aux autres un cas qui dépasse l'entendement, la célèbre affaire Martinguer. Il faut donc examiner non seulement les traces du discours juridique dans la fiction, ce qu'on fait assez bien, mais aussi la pratique littéraire des hommes de loi de cette époque, que celle-ci s'exprime dans d'authentiques traités juridiques, qu'elles prennent la forme de textes moraux, politiques ou philosophiques, ou qu'elles se développent dans des domaines plus inattendus, comme la poésie pieuse. Je vous remercie.
Merci Stéphane Jonger pour ce très bel exposé qui nous a fait découvrir d'autres aspects des discours et qui essaie d'élargir notre bibliothèque, un sujet qui m'est cher, comme vous le savez, et c'était très remarquable de nous faire connaître des textes en fait auxquels effectivement les étudiants bien sûr, mais nous-mêmes et les chercheurs ne s'intéressent pas nécessairement de prime abord, en essayant d'élargir en quelque sorte le champ des textes que l'on puisse soumettre à l'interrogation littéraire. En plus, c'était très drôle, je dois dire, d'entendre tous ces cas, et en particulier le premier cas que vous avez évoqué m'a rappelé tout ce courant très américain, la comédie américaine, qu'on appelle la comédie du remariage, hein, qui a été conceptualisée par Stanley Cavell, et qui est un cas très classique d'histoire qui a fait les beaux jours d'Hollywood dans les années 30 et 40. Donc on voit qu'on en a déjà les prémices dans ces cas proposés par Louis Le Caron en Carandas. Non, c'était tout à fait intéressant, et bon, là, on va prendre juste 2-3 minutes de questions, puis bon, je pense que la communication qui va suivre de Christine Noailles sur la rhétorique va permettre je pense aussi d'entrer en relation avec ce que vous avez dit, mais la question en fait qu'on peut poser, c'est il y a donc un usage par ces juristes de textes littéraires, de romans en particulier, hein, les Éthiopiques d'Héliodore, de textes poétiques, de Martial, de Virgile, pour commenter les arrêts, hein, qu'il essaie d'expliquer. Quel est l'effet recherché? Alors, votre idée, c'est qu'en fait, c'est un effet pour permettre de rendre plus mémorable pour les étudiants cela. Donc ce serait un effet de type émotionnel, rhétorique. Voilà, il y a sans doute... Oui, il faut appuyer sur le petit bouton vert. Voilà. Il y a sans doute différents effets recherchés. Disons que le juriste qu'est Louis Le Caron doit pouvoir s'imaginer comme ça, se justifier à ses propres yeux peut-être comme ça, l'usage de cette littérature. En tous les cas, c'est probablement pas... Il y a un goût littéraire chez Louis Le Caron, puisque vraiment ses premiers textes, c'est de la poésie dans la veine du Bellay et Ronsard, vraiment. Et donc, une fois qu'il est devenu magistrat, 1568, devenir magistrat au XVIe siècle, ça oblige un certain... On peut avoir écrit des poésies antérieurement, dans sa jeunesse, mais il y a quand même un personnage public à jouer, il le dit clairement. Donc, la place de littérature, elle est plus aussi facile à assumer que quand il n'était pas magistrat. Et à ce moment-là, s'il veut continuer à faire de la littérature, il va en faire, mais il va la placer dans des endroits, dans des cas, sans forcément... Là, il est à la fin de sa vie, il peut tout se permettre d'une certaine façon, mais à certains autres moments, on sent qu'il est comme gêné aux entournures d'utiliser des références littéraires. Je suis persuadé, par exemple, qu'un certain nombre de cas qu'il raconte sont purement fictifs, qu'il les a purement inventés. Je ne pourrai jamais le prouver parce que je ne suis pas historien du droit et que je n'irai pas passer ma vie dans les archives à la recherche du texte qui permettrait de... Mais j'en suis quasi sûr. Donc oui, rendre mémorable, mais aussi continuer ce qu'il a aimé faire dans sa première jeunesse. Et cette pratique-là de l'insertion d'excursus, de digression littéraire dans le commentaire de droit, est-ce quelque chose qui est propre à cette époque-là, qui n'existait pas auparavant dans le droit qui était rendu. Alors qu'est-ce qui s'est passé qui permet cela? Donc il y a peut-être le fait que le droit se dit maintenant en français en France. Hein, alors ça joue un rôle. Oui. Est-ce qu'il y a un autre statut des juristes aussi qui fait que c'est possible? Alors
j'ai un peu honte d'en parler devant d'éminents juristes, enfin, historiens du droit, alors bien sûr, les juristes font appel à la littérature avant. Il y a des références, si on prend Pyrrhus d'Angleberne, fin XVe siècle, on a des références à Virgile, on a des choses, mais pas du tout de ce style-là quand même. Voilà, pas de ce style-là. Ce qui se passe, c'est l'humanisme juridique, c'est-à-dire c'est le moment où on se met à considérer que les textes de droit doivent être éclairés non seulement par des sources techniques, mais aussi par l'histoire, la géographie, la philosophie, etc., donc la littérature. Et à ce moment-là, on commence à se servir des textes qu'on a à disposition. Virgile, si vous faites comme Budet le DAC, donner la valeur de l'as, on peut aller chercher un certain nombre de références littéraires. On va aller chercher dans tel ou tel corpus littéraire telle citation, mais qui sera de la littérature. Et petit à petit, alors Alcia, d'autres, vont favoriser ce mariage des lettres et du droit dont parle Étienne Pasquier à la fin du XVIe siècle. Étienne Pasquier dira ce qui s'est passé dans le siècle précédent, puisque lui, c'est plutôt à la fin, c'est ce mariage, cette rencontre entre la littérature et le droit. Mais ils ont bien conscience qu'il y a deux veines, mais autant nous, on a vraiment, si on est juriste, si on est poète, on est poète, autant eux, les frontières sont beaucoup plus souples, et quand ils font de la littérature, ils ne s'éloignent pas tant que ça du droit, et quand ils font du droit, ils ne s'éloignent pas tant que ça de la littérature, pour le XVIe siècle, j'entends. Est-ce que c'est dernière question peut-être, mais il y en aurait tellement à évoquer, est-ce que c'est un privilège du droit, au bout du compte, cette capacité à convoquer la littérature? Est-ce qu'on le retrouve aussi dans d'autres domaines? Je pense aux domaines des enseignés des facultés universitaires, la médecine. La théologie, j'ai un peu de mal à l'imaginer, mais pourquoi pas, je ne sais pas. Alors, pour le XVIe siècle, c'est très simple. Une fois qu'on a fait la faculté des arts, il y a 3 facultés possibles, c'est médecine, droit et théologie. Bon, donc on va aller vite. La grande majorité des écrits qu'on a sont des écrits, si on compare, par exemple, quantitativement, les médecins écriront beaucoup moins. On a beaucoup moins de textes, les juristes écrivent énormément. Donc on n'a pas chez les médecins, que je sache, mais là je ne suis pas spécialiste de tout, on n'a pas chez les médecins la même, la même connaissance précise, littéraire précise. Quand je regarde par exemple les auteurs du XVIe siècle, je suis frappé, pas simplement, je pense, par tropisme, de vouloir trouver ce que je cherche, mais du fait que, globalement, ce sont des hommes de loi. Ce sont des hommes de loi. Je disais Pasquier, mais même quand des grands... Enfin, Rabelais, il y a toute une... On ne sait pas où il apprend le droit, parce que c'est trop précoce, mais il y a vraiment... Tous ces gens-là sont nourris du droit, parce que le droit, c'est pas le droit au sens qu'aujourd'hui on donne à cette discipline. Le droit, c'est évidemment aussi la question des douaires, mais c'est bien autre chose que ça. À partir du moment où le droit rencontre l'humanisme, où il s'ouvre à... Il y a un traité d'Alcia, le De Verborum Significatione, dans lequel vous avez des passages entiers sur les figures de style. Parce que si vous avez à interpréter un testament, c'est mieux de savoir ce que c'est qu'une amphibologie, que de savoir ce que c'est que voilà. Donc ils deviennent des techniciens de la littérature, aussi par la stylistique, et il y a une porosité, c'est le terme que j'ai employé tout à l'heure, qui me semble très... que je ne retrouve pas chez par exemple, les quelques médecins, mais là encore, je ne connais pas tout, que j'ai pu fréquenter. Oui. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'effectivement, je ne suis pas sûr qu'on ait conservé des textes de Rabelais sur la médecine. Non, il n'y a pas. Mais ils sont en latin, donc je ne suis pas sûr qu'il y ait je ne pense pas qu'il y ait grand-chose, mais effectivement, ce sont des textes qui sont peut-être effectivement et qui laissent la littérature de côté. Et ce qui est intéressant de ce que vous dites, c'est que effectivement, cela recoupe des interrogations très actuelles des juristes. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a tout un courant droit à littérature, né d'abord aux États-Unis, puis qui a émigré ici, avec beaucoup qui est totalement transversal, c'est-à-dire qui va du droit vers la littérature, de la littérature vers le droit, avec
les critiques qui essaient les juristes qui essaient de trouver au bout du compte dans les œuvres littéraires, ou c'est ce que fait notre collègue Frédéric Lechterflack, trouver dans la littérature la manière de résoudre des cas de conscience, des cas de conscience particuliers. Au bout du compte, c'est un peu ce que fait Louis Caron. Et donc, c'est peut-être la période sur laquelle on peut s'interroger, c'est la période intermédiaire, c'est-à-dire celle où justement il s'est constitué peut-être un discours juridique, j'en parle, un peu hermétique à tout cet apport extérieur, alors que maintenant, on le rouvre à nouveau comme c'était pour eux à l'époque au XVIe. C'est pour ça que j'ai commencé par cette citation de Budet, dans laquelle il définit le savoir comme une encyclopédie où toutes les disciplines s'entretiennent et se touchent. Il y a des disciplines. Il ne s'agit pas de dire que le droit et la médecine, c'est la même chose, mais elles sont dans un rapport de connexité et même de mariage, pour employer l'autre métaphore, beaucoup plus grand que ça sera le cas. Mais aussi, il faut dire que ça reste encore le droit aujourd'hui, c'est gigantesque. Une vie n'y suffit pas. Donc il y a une technicité aussi qui est devenue probablement beaucoup plus grande. Et merci de nous ouvrir ainsi des pans entiers de bibliothèques qui nous feront de nouvelles lectures. C'est une recherche tout à fait passionnante. Merci beaucoup. C'est moi.